écouter Maxime Giraud, le président de Forum Venoge. Alors, cette édition, il ne fera pas qu'un discours de bienvenue, mais il va faire une véritable conférence parce que, eh bien, le thème de ce jour, Tornado, est évidemment inspiré de son aventure, une véritable aventure. Vous en avez peut-être eu quelques extraits dans la presse, si vous lisez le 24 heures, si vous avez écouté la radio ce matin. Maxime Giraud, donc, qui va nous faire sa conférence Tornado. Maxime Giraud, chasseur de tornades. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que pour moi, c'est un peu particulier d'être l'organisateur et en même temps de faire une conférence aujourd'hui. Alors, effectivement, donc, pourquoi en fait cette chasse un petit peu aux tornades? C'est tout simplement suite à la sortie du film Twister en 1996. À cette époque-là, j'avais 8 ans. Lorsque ce film est sorti, pour la petite histoire, en fait, j'étais avec un ami, on sortait de l'école, et puis il m'a dit « Ah bah, viens voir à la maison, il y a une VHS, j'ai acheté une cassette vidéo, parce qu'il n'y avait pas de DVD encore à l'époque. » Et puis il m'a dit « Tu verras, c'est un film sur les catastrophes naturelles. » Je me suis dit « Bon, bah, moi, un film sur les vents, ça ne m'intéresse pas forcément. » Puis en fait, j'ai quand même été chez lui prendre les 4 heures, et puis en fait, je suis tombé littéralement amoureux des tornades. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, moi, je connaissais vraiment pas du tout des phénomènes catastrophes naturelles comme les tornades. Et c'est vrai que après j'ai pris mes renseignements, puis c'est vrai que quand vous voyez ces photos, ce ne sont pas les miennes, hein, je précise, comment ne pas être un peu amoureux de ça? Donc, je me suis beaucoup renseigné après sur les catastrophes naturelles. À cette époque-là, je me suis toujours promis de vivre cette expérience. Chose qui s'est passée, justement, l'année passée, dans la Tornado Alley. Alors, peut-être juste pour venir très brièvement, je fais peut-être un petit disclaimer. Je ne suis, contrairement à M. Fontana ou à Gérald, je ne suis ni géologue, ni météorologue. Je suis un simple passionné. Je suis ingénieur en sécurité, donc je salue mon chef de service qui est dans la salle, à l'Office cantonal des bâtiments du canton de Genève, et pour vous parler très brièvement en fait de l'allée des tornades par rapport à sa zone géographique. Voilà où elle se situe, au plein centre des États-Unis d'Amérique, où on a une première en fait zone où les orages peuvent se produire, les tornades également peuvent se produire. Et évidemment, plus on va sur le centre, plus les formations de tornades sont présentes. Voilà. Donc il y a à peu près 17 États qui sont concernés aux États-Unis, pour une superficie d'à peu près 9 millions de kilomètres carrés. En moyenne, par année, nous avons environ 1000 tornades qui se produisent, pour un nombre de décès entre 70 à 200, nombre de blessés environ 1500. Les dégâts sont chiffrés à peu près en 100 milliards de dollars chaque année. Vous avez une autre Tornado Alley qui est la Dixie Alley, qui est peut-être plus récente. Je ne sais pas si vous avez entendu, en 2021, il y avait une catastrophe naturelle, une tornade qui s'est abattue dans le Kentucky. La Dixie Alley n'est pas sujet régulièrement aux tornades comme dans la Tornado Alley dans l'Oklahoma. Les conditions, donc ici vous avez la Tornado Alley, donc c'est la rencontre des masses d'air continental froid venant des prairies du Canada et du Pacifique, ainsi que de l'air sec venant du désert de Sonora et des courants d'air chaud et humide venant du golfe du Mexique. Avec la forte variation des vents et avec l'altitude, les rencontres de différentes masses d'air créent des conditions très instables. Et avec la rencontre des vents froids et le fond de points de rosée, ce qui va donner la Tornado Alley ici. Et les vents donc sont le plus souvent de direction et de force variant verticalement à cause de la présence des courants jet en altitude. Là, je vous ai mis justement un schéma où vous avez justement ce cisaillement qui crée une rotation horizontale qui sera ensuite déviée en vortex vertical par mouvement ascendant dans l'orage, ce qui donnera après par la suite une tornade. Donc l'illustration de la NOAA sur votre droite vous montre comment se forme une tornade. Sur l'indicateur des dommages, l'échelle de Fujita améliorée. Là, je vous ai mis en bref les dégâts. Donc les EF0, c'est des dégâts qu'on dit mineurs. EF1, c'est plutôt modéré. Vous imaginez bien, plus on avance dans les EF de EF0 jusqu'à EF5, les vents sont de plus en plus puissants. Et en l'occurrence, l'année passée, on a pu voir une EF3. Donc les vents de 219 à 266 km/h. Quelquefois, on n'était pas très à l'aise, je ne vous le cache pas. Juste une différence de dégâts entre une EF2 et une EF5. Voilà.
Donc EF2, vous avez juste, pardonnez-moi du terme, mais les toits qui sont envolés, ça crée déjà énormément de dégâts. Et puis EF5, bon bah là, c'est la ville de Moore dans l'Oklahoma en 2013, où là, c'était complètement le quartier qui a été rasé. Alors la chasse, très brièvement. Donc en 2019, moi j'ai eu un premier contact avec l'agence Extreme Tornado Tour, qui était fondée par Rick Timer. 2021, une pré-inscription. 2022, inscription en mars pour 2023. 2023, inscription définitive en février. Et départ pour Oklahoma le 11 mai 2023. À mon arrivée à Atlanta, c'est un petit peu particulier parce que après cette partie de Genève, Paris, Atlanta, on ne savait pas à quel moment on arriverait à Oklahoma. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement 4 tornades qui sont abattues à proximité de l'aéroport d'Oklahoma City. Donc on ne savait pas à quel moment on allait arriver justement à Oklahoma. Et puis après 32 heures de voyage en tout, ce qui est relativement long, parce qu'en plus la compagnie aérienne que je ne citerai pas n'a pas mis mon bagage dans l'avion où j'étais. Donc j'ai dû attendre sur place encore, histoire de récupérer ma valise. Et en arrivant à Oklahoma City, voilà, à 1h30 du matin, fin d'une course-poursuite avec la police et échange de tirs entre la police et les criminels. Voilà, donc ça c'est mon arrivée aux États-Unis. Le lendemain matin, je me réveille, voici ce que je vois à la fenêtre. Je me dis, bon ben voilà, je voulais être servi, c'était bon, c'était fait. Alors, premier jour, on a eu une formation de sûreté, on a tous reçu des documents qu'on devait signer. Et c'est ça qui m'avait, je m'en souviens encore quand j'avais signé ce document. Voilà, donc je comprends que la chasse aux orages est une activité très dangereuse, que je risque de subir des blessures graves et permanentes, voire trouver la mort. Donc une fois qu'on a signé notre arrêt de mort, c'est les Américains. On a eu une première initiation en fait à la météorologie. Et, ils nous ont expliqué en fait tous les logiciels qu'ils utilisaient, donc le National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA justement, le College of DuPage. Et c'était assez impressionnant de voir ça de près. Radarscope, c'est ce qu'utilisaient les météorologues sur place. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible de l'avoir, de l'acheter? Et non, surtout pas, ça coûte trop cher. Alors, évidemment, moi, comme j'aime bien écouter, je l'ai acheté. Et puis comme ça permet de voir, là c'est vraiment ce que j'avais fait, une capture d'écran de mon téléphone, et là on voit justement ce déplacement en fait de ces supercellules dans l'Oklahoma, enfin en tout cas dans tous les États-Unis. Ici, observation satellite, là vous avez justement une espèce de crochet, donc c'est là où justement se forme la tornade. En tout cas c'est l'indicateur via un satellite pour en fait savoir qu'il y a une tornade. Même si c'est très compliqué, très difficile de savoir à quel moment, où on peut le deviner, mais surtout à quel moment il peut y avoir une tornade. Et les 3 premiers jours de chasse ont été assez calmes. Évidemment, les tornades et les supercellules ne se commentent pas, mais là c'était à McAlester dans le sud-est d'Oklahoma, et c'était assez intéressant de voir en vrai. Parce que c'est vrai que quand vous allez sur la plaine de l'Orbe, on n'a pas ce genre, en tout cas, j'ai encore pas vu personnellement ce genre de phénomène météorologique. Comme je disais, après on a eu quelques temps de temps mort, donc on a profité d'aller justement visiter Ouachita. Ouachita qui est justement la ville où était tourné Twister, et vous avez plusieurs éléments du décor du cinéma qui est là-bas, qui est le musée Twister, qui est tenu par la petite dame que l'on voit, qui a plus de 80 ans, qui est une grande fan de Twister, et puis qui a fondé bénévolement en fait ce musée Twister. Et là, vous avez vraiment la vraie son Dorothy qui est dans le film. J'en ai profité à Ouachita. Je me suis un petit peu éloigné, promenant un petit peu dans la petite ville. Et en fait, ici, j'ai remarqué que dans les châteaux d'eau, en fait, vous avez des systèmes d'alerte pour la population en cas d'arrivée imminente de tornade. Et dans chaque bâtiment, là, c'est une photo que j'ai prise
vous avez des storm shelters. Les storm shelters, c'est vraiment les abris aux tornades. Là, c'est la photo que j'ai prise dans un musée d'histoire d'Oklahoma. Et voilà, mais j'ai pas pu aller le voir, parce qu'ils se demandaient pourquoi quelqu'un qui parlait si bien anglais voulait aller voir un abri de tornade. Donc voilà, les gens ont pu prendre cette photo-là. Vous avez d'autres exemples de storm shelter. Là, c'est plutôt fin du 19e siècle. Et puis voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble. Évidemment, je trouve que ça fait plus penser à une tombe qu'un abri. Voilà. Après, il y a d'autres styles d'abri. Là, je vous ai pris le basique. Après, il y en a avec des douches, des fitness, etc. Mais là, c'est une autre catégorie. Voilà. Donc, c'est pas du tout ça. Si vous permettez, je vais juste revenir ici. Est-ce que la régie pourrait baisser la lumière, s'il vous plaît, sur scène? Merci beaucoup. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, je vais vous présenter une petite vidéo. Je pense que c'était plus intéressant de voir ces phénomènes-là. Évidemment, sur place, vous imaginez que vous avez le vent, vous avez le stress, vous avez beaucoup de choses à prendre en considération, sachant que j'avais ma caméra d'un côté, mon appareil photo de l'autre. Donc, par moment, voilà, ça bouge un tout petit peu.
Everybody good? Are we good, guys? Okay? Everybody okay? Yeah, good. Okay. Everybody good? Good. What the fuck? Good effort, Nick. Did the best I could. Yeah, good effort, Mike. You okay? Want to make sure everybody's okay. We're all good. His wife chased the water tornado, and it was a very serious thing. Tornado. We're going through this road close by. Get a view. Down, pull it up. Let's get closer. Little down to it. Don't bring it down. Let's keep moving. Get closer, guys. Is that G? I heard, yeah. Diurnal heating's gonna be. It's gonna be wild. I think it's gonna be. New Mexico.
Oh, yes! Look at it dance. Voilà, dernier jour, le 31 mai 2023, donc on était au mémorial de Tim Samaras, qui est un des plus grands chasseurs de tornades de l'époque, un très grand scientifique. Et en fait, lors de la tornade de El Reno, non, je vous ai dit 31 mai 2023, c'est faux, c'était le 31 mai 2013 qu'il y a eu la tornade de El Reno, dans le comté d'Oklahoma, où là, voilà le véhicule où ils ont retrouvé donc le Tim Samaras, son fils et un de ses employés. Voilà. Et il faut savoir que cette journée-là, c'était la tornade du siècle, le F5, sauf erreur de ma part. Ils ont retrouvé le véhicule donc à cet endroit-là, mais sachant que le véhicule a été emporté 4 km plus loin. Vous voyez un petit peu la distance parcourue et l'état du véhicule. Voilà. Donc même les plus grands scientifiques ne sont pas épargnés, malheureusement. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime. On marque une courte pause.